Konnichiwa, annyeonghaseyo, bienvenue vous êtes Marcel, bienvenue sur la chaîne de Sumisite. Alors aujourd'hui je vais parler d'une vidéo sur la recherche d'emploi mais au Japon en fait, donc actuellement je me trouve au Japon. Et vous avez été hyper nombreux à regarder celle sur la Corée du Sud et en fait tous les conseils que je donne sur la Corée du Sud sont transposables pour le Japon. C'est juste que mon parcours a évolué, donc du coup je vais vous expliquer comment trouver un travail avec un niveau intermédiaire de japonais. Voilà, je lance le générique et on se retrouve dans un instant. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, on a parlé en fait des périodes de recrutement. Et ben ça tombe bien, en fait au Japon il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est le pays des baito, donc des petits jobs, donc du coup ils recrutent tout le temps. Donc ne vous inquiétez pas pour votre recherche d'emploi. Selon votre région, selon votre ville, ça va demander du temps. Par exemple, moi sur Fukuoka, il m'a fallu 1 mois avant de décrocher un baito. Alors que sur Tokyo, il m'a fallu 3 jours. Donc vous voyez, ça dépend vraiment où vous êtes situé, quel est votre domaine, etc. Pour votre recherche d'emploi, il y a principalement 2 sites sur lesquels je vais. D'abord, il y a Arubaito, en fait, comme son nom l'indique, c'est un catalogue en fait avec des annonces de jobs par région. Ce qui est bien, c'est surtout l'utilisation des filtres. Ils sont hyper précis et ça permet aussi de donner le salaire moyen horaire. Donc franchement, si vous savez vous en servir, c'est super utile. Sinon, ce que vous avez aussi, forcément, c'est Craigslist. On en a déjà parlé en Corée du Sud. Donc là, pareil, on laisse des annonces, mais c'est un peu plus difficile de savoir à qui on a affaire sur ce site-là. Donc soyez toujours prudents, demandez des informations quand c'est possible, au moins le lieu, le nom de la boîte, les étapes de recrutement, ce genre de choses, en fait. Mais sinon, c'est comme ça que j'ai trouvé mon 2e emploi. Pour le CV, c'est toujours la grande question entre 2 types de personnes qui me disent est-ce que c'est obligatoire de faire un CV en japonais? Généralement, ils partent du principe qu'avec un CV en anglais, ça suffit. Alors moi, je suis plutôt mitigée parce que d'un côté, je comprends qu'ils ont peur que le recruteur pense qu'ils ont un super niveau de japonais, mais en même temps, comme les décisionnaires, ce sont souvent des japonais et au-delà d'une quarantaine d'années, en fait, si on leur facilite pas le travail, ça se peut que votre candidature ne soit même pas regardée. Alors moi, je pars du principe que c'est moi qui viens dans un pays, c'est moi qui cherche un travail, donc c'est à moi de fournir l'effort, de fournir un CV dans le format demandé. Donc selon votre parcours, il peut être quand même assez long. Moi, il commence à faire 2-3 pages, donc c'est pas facile puisque dans le CV japonais, on n'a pas le droit de ôter une seule expérience. On doit vraiment tout écrire et dire pourquoi du comment. En plus, il y a 2 types de CV. Je vous montrerai, je ferai une incrustation ici, quel type de CV. Donc il y a d'abord le CV, on va dire, global, où on donne toutes les informations. Et après, il y a l'autre CV où c'est plutôt axé sur les missions, les résultats, etc. Et pareil, comme le CV en coréen, j'ai d'abord tout fait par moi-même en japonais. Voilà, vous pouvez vous aider de Google Trad, etc. Après, c'est quand on connaît la langue, on peut aussi corriger les erreurs forcément du traducteur. Et puis surtout, avant d'envoyer au recruteur, se refaire relire en fait, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait, donc je sais que mon CV il est bon, je peux le donner. Et il faut savoir que par exemple, quand j'étais sur Fukuoka, par exemple, à Arubaito, les recruteurs appellent très vite les candidats dès qu'on a postulé. Donc ça, c'est vrai que ça peut un petit peu effrayer, surtout si on n'aime pas le téléphone ou si on n'est pas à l'aise avec la langue. Donc alors que Craigslist, généralement, ça se passera souvent par email avant un entretien. Alors la dernière fois, je vous avais dit combien d'entretiens j'ai passé. Donc en tout sur une année, j'ai passé 4 entretiens. J'en ai raté 2 et j'en ai réussi 2.
Donc c'est quand même, encore une fois, une bonne moyenne. D'abord sur Fukuoka, j'ai eu l'occasion de pouvoir postuler pour la télévision, mais c'était pas mon corps de métier. C'était plus un travail physique puisque c'était du câblage, alors que moi je suis dans le design, mais je voulais retravailler pour la télévision. Et c'est vrai qu'en discutant, franchement le recruteur il était génial, il a pris son temps alors c'était full japonais, alors c'était mon premier entretien, donc j'étais un petit peu stressée, voilà. J'étais un petit peu stressée, etc. Mais il m'a bien expliqué le contrat et tout. Et c'est vrai qu'il y avait plusieurs choses qui pêchaient. Déjà que c'était un contrat de 3 ans, quand on commence comme ça ne veut pas dire qu'après on peut basculer dans le design. Il y avait plein de choses qui a fait que, en fait, au final, en discutant avec le recruteur, tous les deux, mais vraiment de nous-mêmes, on s'est dit c'est dommage. Le recruteur m'a dit que ça serait du gâchis vu ton expérience, vu la variété de missions que tu as eues et le talent que tu y as mis d'être justement dans tout ce qui est technique, etc. Il faut que tu ailles dans quelque chose d'artistique. Donc franchement, je le remercie. Je ne le remercierai jamais assez de m'avoir dit ça à ce moment-là parce que moralement, j'avais juste changé de pays, donc c'était pas facile pour moi la transition. Et donc du coup, voilà, il m'a donné du baume au cœur et il a essayé de m'aider vraiment en demandant à ses équipes s'il n'y avait pas quelqu'un qui recrutait quelqu'un pour du design. Et au final, ça ne s'est pas fait, mais c'était riche comme première expérience de dire que quelqu'un vous laisse votre chance. Le deuxième poste, en fait, c'est plutôt assistante professeur anglais. Donc sur ce poste-là, je l'ai eu, c'était mon travail de l'été. Donc j'ai travaillé dans un centre de langue pour enfants. Donc il y avait des petits de 3-5 ans jusqu'à 11-12 ans en fait. Donc voilà, j'étais là pour... c'est un peu entre... un centre de formation, donc ils allaient à l'école et ensuite ils venaient au centre de langue et un peu tout, alors moi j'ai pas le BAFA, mais en France voilà ce genre de choses, un centre pour se détendre, donc il fallait faire des jeux pour les enfants, tout en anglais. Après voilà, pareil, je suis venue au Japon pour parler japonais, donc le fait que je n'avais pas le droit d'utiliser le japonais, je voulais pas m'enterrer trop longtemps dans ce travail-là, mais les collègues ont été géniaux. Je me suis vraiment plu. Pareil, ils voulaient, comme j'ai bien travaillé avec eux, étendre mon contrat, mais comme moi, j'ai remarqué que sur Fukuoka, il n'y avait rien dans le design et j'étais venue, pour mon parcours professionnel. Donc après cette mission-là, j'ai décidé de migrer à Tokyo. Et ensuite, mon troisième entretien, c'est pour la boîte avec qui je travaille actuellement. J'ai d'abord été recrutée en tant que voix off française pour un jeu mobile, une application pour apprendre les langues justement. C'est rigolo, je ne quitte pas ce domaine-là. Et donc, du coup, en fait, ça a été vraiment le bon timing. Je suis arrivée au bon moment. Alors, oui, quand on postule, il y a toujours une part de chance, de compétences, plein de choses en fait. Et ils avaient un besoin. Je pouvais répondre à ce besoin. Pareil, cette fois-ci, pas besoin du tout de formation. Je suis totalement autodidacte, je sais quoi faire. La prise en main des logiciels est très rapide avec moi et je suis efficace. Donc du coup, on a prolongé l'aventure ensemble puisqu'à la base, j'ai fait 1 mois chez eux. Ensuite, c'est du télétravail et j'ai signé un contrat pour plusieurs mois, voilà, avec eux. Et bientôt, ça touche à sa fin. Mais c'est une super aventure. Et pareil, en fait, comme ce n'est pas mon domaine, donc j'ai choisi de ne pas prendre le sponsor travail. Je préfère laisser cette place à quelqu'un qui veut être dans la traduction. Et la voix off, moi, c'est pas mon but principal. Mon but, oui. Donc du coup, ça s'est super bien passé l'interview. Je vous en parlerai un peu plus au calme quand je serai à l'intérieur. Et du coup, le dernier entretien, c'était juste après que j'ai eu l'entretien avec ma boîte actuelle. Comme c'était un poste de graphiste,
je les ai mis un petit peu en attente pour au moins passer le second entretien qui s'est fait que téléphonique. Et là, pareil, full japonais. Et c'était compliqué pour moi parce qu'en fait, ils faisaient tout mon profil étape par étape. Même si j'avais donné tout mon CV et qu'ils avaient rempli les champs, il y a des choses que je ne connaissais pas le vocabulaire, surtout quand c'était la prétention salariale. En fait, j'étais un petit peu perdue parce que je ne connaissais pas justement ma valeur sur le marché, ce qui n'est plus le cas actuellement, mais au début, je ne connaissais pas du tout. Donc, je ne savais pas trop quoi répondre. Elle a vu que j'étais un petit peu perdue. Et pour le design, en fait, généralement, ils demandent quand même 1 an d'expérience avec la même entreprise, ce qui n'est pas mon cas. Et ils demandent le N1. Donc voilà, on en vient. Donc on peut trouver un travail même avec un N3, c'est mon cas. J'ai un N3, oui, je parle couramment japonais. Je n'ai pas repassé le diplôme après parce que j'avais d'autres priorités. Mais c'est possible. Ne vous dites pas, j'ai un N3, ça va être galère, personne ne voudra de moi. Non, c'est pas vrai. Vous allez trouver quelqu'un. C'est une porte d'entrée. En fait, c'est vrai que si vous voulez vous faire sponsoriser, un N3, c'est le minimum. Donc voilà. Et essayez de persévérer et de passer vos examens à travers une école de langue, par vous-même en candidat libre, c'est complètement faisable. Mais vous ne dites pas que c'est une barrière et que ça vous empêche d'avoir accès à de bons boulots. Quand on dit albaïto, généralement les gens ils vont vers la restauration, guide touristique, prof de langue. C'est très bien, hein, mais vous pouvez aussi, comme moi, viser l'IT et d'autres domaines, quoi. Donc je vous encourage à le faire. N'ayez pas peur, postulez. Et donc du coup, pour en revenir à mon histoire, ce qui est bien, c'est que en fait, une fois qu'elle a rempli tout mon profil, même si j'ai pas pu répondre aux annonces de design, ça me permet d'avoir un œil sur chaque profil. Pareil, combien je vaux sur le marché. Donc ça m'a permis de mieux me positionner par rapport à mon entreprise actuelle lors de la négociation. Alors, maintenant que je suis à l'intérieur, je vais pouvoir vous parler de négociation de contrat. Alors, tout d'abord, j'ai été un petit peu étonnée, mais c'est peut-être quelque chose que font peu les étrangers, justement parce qu'ils ne savent pas trop comment ça se passe. Est-ce que c'est bien vu de négocier son contrat ou pas au Japon ? Donc, beaucoup d'étrangers acceptent juste ce qui est écrit sur l'annonce et ne vont pas plus loin, et je trouve ça dommage. Au final, alors à quel moment on peut négocier son contrat? Déjà, ça c'est super important. La première fois qu'on travaille avec une entreprise, on peut négocier son contrat, mais moi je l'ai fait après avoir travaillé en fait. Par rapport à l'entreprise où je me trouve actuellement, j'ai travaillé en septembre pour eux, sur place en tant que voix off, voilà. Ensuite, j'étais en chômage technique parce que j'étais trop rapide et efficace. Du coup, j'ai fait du télétravail pour eux en tant que traductrice, voilà. Et donc, du coup, suite à ça, ça se passait bien, etc. Quand j'ai eu une seconde proposition justement d'entreprise pour essayer de travailler un peu plus sur le long terme. Du coup, c'est à ce moment-là seulement que j'ai négocié effectivement mon entrée dans l'entreprise. Voilà, donc je pense que c'est plus correct de faire ça dans ce sens-là. Au final, puisqu'on ne connaît pas trop l'entreprise, on ne connaît pas les mœurs, on ne sait pas si on va matcher en fait ensemble. Donc voilà, moi j'ai fait comme ça. Après, c'est à vous de sentir aussi si vous êtes capable, si c'est bien perçu ou pas. Est-ce qu'il y a eu d'autres étrangers qui ont été recrutés et comment ça se passe? Puisqu'ils ne vont pas forcément vous dire ouvertement quelle est la grille des salaires, qui gagne quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc déjà sur quoi on peut négocier à notre arrivée. Alors déjà sur la longueur du contrat. Ça, la durée du contrat, c'est à nous de décider plus ou moins pendant combien de temps on veut travailler selon forcément les besoins de l'entreprise. Mais moi au départ, ils voulaient tout de suite en fait me sponsoriser, que ce soit sur du long terme. Et comme je les connaissais pas, moi j'ai dit écoutez, on va d'abord faire un petit contrat ensemble, on voit comment ça se passe. Donc j'avais négocié pour 3 mois de contrat, mais comme je vous ai dit, j'étais rapide, en 1 mois c'était bouclé. Donc j'ai mis fin à mon contrat, mais alors il existe plusieurs types de contrats
surtout en baito. Donc du coup c'est un petit peu compliqué, même pour moi. Par rapport à Fukuoka, j'avais eu un certain type de contrat qui n'est pas le même ici. Mon premier contrat en tant que voix off, c'était entre limite employé, limite freelance en fait. Du coup, je connaissais pas du tout comment ça se passe. Maintenant, c'est encore un autre contrat. Du coup, voilà, je sais qu'on peut être un petit peu perdu, mais lisez bien vos contrats. Généralement, ils prennent 1 heure pour vous expliquer les grandes lignes. Par contre, effectivement, ils n'ont pas le temps d'expliquer toutes les clauses, donc vérifiez bien certains points. Surtout, par exemple, si vous avez le droit d'avoir un autre travail, en fait, quel que soit le travail. Alors, il y en a qui n'aiment pas quand c'est le même domaine, mais par exemple, je ne sais pas, vous travaillez en tant que traducteur, vous voulez les week-ends travailler dans la restauration, est-ce que c'est compatible? Est-ce que vous avez le droit? Ça, vérifiez dans votre contrat, c'est super important. Ensuite, les heures supplémentaires, combien de temps par mois, ça aussi c'est super important. Est-ce que vous en faites? Combien c'est payé? Quelle est la limite aussi par an? Voilà, ce genre de choses. Si vous avez le droit à des congés. Qu'est-ce qu'il faut aussi regarder? Oui, forcément le secret professionnel. Voilà, qu'est-ce que vous avez le droit de dévoiler ou pas? À quel moment vous pouvez le faire, etc. Donc voilà, tout ça, essayez d'être attentif. C'est pas des choses qui vont vous l'expliquer, donc il faut un peu googliser. Moi, j'avais regardé, c'est sur le dos du contrat, donc ils vont expliquer la partie face, mais regardez de l'autre côté pour savoir un petit peu s'il y a des spécificités propres à votre contrat. Donc voilà, ça c'est un premier point. Donc je vous ai dit sur la durée du contrat, sur forcément qu'est-ce que vous allez faire au sein de votre position. Donc voilà, généralement les titres au Japon c'est un peu fourre-tout parfois et au final plus ils ont confiance en vous, plus vous êtes autonome, plus vous montrez du résultat, plus ils vous mettent en fait plein de choses à faire. Donc quelquefois c'est vrai que nous en tant que Français on a l'habitude de dire mon intitulé c'est ça, donc je fais que ça, tout ce qui est hors cadre je ne le fais pas, je refuse, ou ça débloque sur un extra, un paiement ou ce genre de choses. Au Japon, c'est légèrement différent, donc faites aussi attention à ceci, de faire un maximum votre mission principale. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup communiquer avec l'entreprise. Il faut que vous soyez authentique et eux aussi de savoir qu'est-ce que vous allez faire au final comme projet, parce que si ça colle pas, s'il y a une sorte de promesse d'embauche et de mission et qu'au final vous vous y retrouvez pas, bon, on est des baito, donc c'est différent des seishain. Des seishain, c'est des employés, c'est des CDI en fait, hein, du coup c'est différent par rapport à nous, les baito. Donc les baito, il y a certaines entreprises qui ont l'habitude du jour au lendemain que leurs employés disparaissent en disant j'arrête de travailler, point. Bon, après il y a des clauses, attention, on ne peut pas faire ça dans tous les domaines, mais du coup c'est vrai que pour eux comme pour nous c'est beaucoup plus souple. S'ils vous disent bah, demain viens plus, c'est fini, on n'a plus rien à te donner, bah, vous vous retrouvez sans travail. Donc voilà, il y a un petit peu, faut composer avec tout ça. Je sais que c'est pas toujours facile, donc gardez ça en tête. Et ce qui se passe aussi, c'est que en fait, donc voilà, moi j'avais eu un premier salaire avec eux par rapport à la voix off, et au moment où on a négocié, voilà, ils m'ont donné une fourchette en fait par rapport à ce que j'étais payée et jusqu'à où ils pouvaient me rémunérer en fonction de plusieurs paramètres, hein, comme la durée du contrat, mon expérience dans le domaine, le fait que je parle plusieurs langues, les missions qu'ils allaient me confier, selon à quel moment on rentre dans l'entreprise, puisque ici c'est vraiment plus on reste et plus la paye augmente. Donc voilà, moi je pense que je suis considérée quand même comme junior, en tout cas comme nouvelle arrivante, donc je peux pas non plus espérer des 1000 et des 100. Attention, après l'IT c'est un domaine qui rémunère très bien, donc moi j'essaie de me défendre mon salaire net. Voilà, comme je vous dis, ils m'ont donné une fourchette, moi j'ai regardé ce que j'avais touché en voix off. Ils m'ont donné le maxi, ensuite en discutant, voilà, j'ai attendu qu'ils fassent une première proposition, j'ai regardé, je trouvais que c'était correct, et donc du coup j'ai accepté, en sachant que au moment où on négociait mon salaire mensuel, cette fois-ci j'ai pas été payée comme quand j'étais en voix off, où c'était à la fin de mission, mais plutôt vraiment mensuellement, qu'il y a des jours fériés ou pas, je touche le même salaire. Ah oui, quelque chose d'important, ce que vous devez faire attention, par exemple sur votre salaire,
Qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut défendre vraiment le tarif horaire. J'insiste, c'est pas la paie mensuelle qu'il faut regarder si ça tombe mensuellement, mais vraiment le tarif horaire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on signe, on bloque un certain horaire fixe en fait. Et je pensais qu'au Japon, c'était un peu comme en France. Bon bah voilà, si on fait un temps complet, on sait qu'on va avoir tel montant. Mais en fait, comme je vous ai dit, ils composent selon leurs besoins. Donc il y a des mois qu'on peut travailler beaucoup moins ou beaucoup plus. Donc votre salaire, il va fluctuer. Donc si vous avez signé pour vraiment le minimum et que ils vous disent on n'a pas besoin de vous, etc. Au final, vous allez être bloqué par rapport à l'entreprise puisque vous êtes engagé, mais vous n'aurez peut-être pas assez pour payer tout ce qui est logement, nourriture, etc., etc. Donc ça peut être vite anxiogène, pardon. Et donc du coup, faites attention un petit peu à ça. Donc regardez un petit peu c'est quoi la base. Et en plus, selon les régions, ça change. Par exemple, à Fukuoka, le salaire minimum était beaucoup plus bas qu'à Tokyo, puisque c'est la capitale, la mégalopole. Donc forcément, ici, c'est plus, vous allez dépenser plus d'argent. Donc voilà. Ce que vous devez défendre, c'est vraiment ceci. J'ai eu un bonus d'entrée. Alors ça arrive, c'est rare. Mais comme je vous ai dit, j'ai bien travaillé, ils voulaient vraiment m'avoir dans leur équipe, donc j'ai eu un bonus d'entrée. Voilà, ils me disaient si tu signes maintenant avec nous, on te paye autant en plus quand tu arrives dans la boîte. Et quelquefois, et ça aussi c'est rare, quand vous finissez vos contrats, puisqu'on n'a pas de fin de contrat comme en France où on est dédommagé parce que blablabla et on a plus de sous, ça se passe pas comme ça au Japon, mais ça arrive qu'ils font aussi des cadeaux de sortie. C'est pas forcément de l'argent, ça peut être sous forme de matériel, voilà, ce genre de choses. Donc oui, c'est assez surprenant, c'est vraiment très différent. Donc voilà, si vous avez de la chance, si ils ont vraiment des besoins, les Japonais ne sont pas réticents à payer vos compétences, à vous valoriser, parce que pour eux le plus important c'est vous garder en fait avec eux. Ah, et aussi, ce qui est intéressant, en fait, quand vous travaillez pour une entreprise japonaise, c'est que vous avez aussi des avantages. Alors, en France aussi, on a des avantages. Par exemple, ça peut être les tickets restaurants, ça peut être 50% du transport, etc. Ça fonctionne un peu comme ça au Japon, c'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui vont payer vos abonnements de transport. Moi, c'est le cas, je ne paye pas du tout mon abonnement. J'ai 1 heure de route, donc 2 heures tous les jours, le train, ça aurait revenu cher. Donc voilà, ils ont calculé, ils ont dit on paye l'abonnement tant que tu travailles pour nous. Donc ils m'ont fait vraiment une carte, donc du coup c'est tout bénéf pour moi en fait. Donc voilà, ensuite pour les repas c'est à ma charge. Après c'est vrai que quand il y a des clients, quand mon entreprise elle reçoit, parfois on partage le repas avec les clients, etc. et tout. Donc là c'est l'entreprise qui régale, pareil, je n'ai rien à débourser, donc c'est bien, surtout que moi je me trouve proche de Ginza, je suis vraiment dans le quartier des affaires, mais le côté riche, donc les restaurants alentours coûtent cher. C'est vrai que tous les jours c'est un budget pour le repas midi, mais voilà. Et il faut savoir aussi que certaines entreprises vont jusqu'à payer le loyer de leurs employés. Alors ça, c'est pas forcément pour les baito, je pense que c'est plus pour les seishain, mais voilà, pour eux, ils veulent simplifier à fond la vie de leurs employés, qui s'y sentent bien, qui se développent, qui restent tout le long de leur carrière. Donc voilà, ils n'hésitent vraiment pas. Donc comme c'est tellement difficile ici pour pouvoir avoir un logement, c'est vrai qu'en tant qu'étranger, si on dit waouh, soit l'entreprise met à disposition un logement, soit il paye le loyer, si vous n'avez pas le transport, pas le loyer, que la nourriture et les taxes et les charges, etc., effectivement on peut être bien payé au Japon. Donc voilà, je pense que je vous ai dit un maximum sur quoi vous pouvez négocier. Si j'ai oublié quelque chose, peut-être je l'inscrirai quelque part, ou alors on peut en discuter dans les commentaires. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire principalement. N'hésitez pas, dans tous les cas,
à parler avec votre entreprise, c'est super important. Et pareil, je pense que vous pouvez faire réévaluer votre salaire s'il y a un changement, si vous avez plus d'expérience, si on vous donne de plus en plus de missions, si vous changez de statut aussi à ce moment-là, pensez à renégocier. Et puis voilà, enfin, j'espère que vous serez, vous avez toutes les armes justement pour vous défendre face à un employeur. Et les Japonais savent la valeur du marché, savent combien ils peuvent mettre sur leur budget, donc ne soyez pas gênés par rapport à ça. Je pense que ça fait partie du parcours professionnel, justement, de cette discussion sur le plan financier. C'est vrai que c'est pas toujours simple. J'apprends à le faire de plus en plus, puisque voilà, je connais mon parcours, j'étais dans différentes boîtes, donc maintenant je sais un peu plus ce que je vaux. Pareil, je pense que c'est super important quand vous êtes face à une entreprise d'être authentique en fait. Franchement, c'est très important pour le relationnel. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai tout de suite dit mes intentions par rapport à l'entreprise, par rapport au domaine que je recherchais. C'est vrai que quand je faisais du télétravail, je leur avais dit que je cherchais dans le design, c'était super important pour moi. C'est pour ça que j'hésitais à m'engager avec eux. Et donc du coup, ils m'ont totalement compris. Ils m'ont dit, écoute, cherche pendant un mois et au bout d'un mois, on fait le point. Et si vraiment t'as pas, nous, ça nous intéresse vraiment que tu viennes chez nous. Donc dis-nous. Donc voilà, c'est vrai que j'ai cherché et c'est très difficile au Japon de trouver dans sa branche. Donc j'ai vu que cette entreprise avait des besoins, je pouvais y répondre. Donc voilà, ça s'est fait, mais restez toujours, dites la vérité sur ce que vous recherchez, pareil pour eux. Voilà, ils ont essayé de me donner quelques projets sur du design, etc. Mais c'était pas la majeure partie de mon travail. Mais voilà, ils voulaient quand même répondre à leurs promesses de départ. Donc ça, c'est super important. Et moi, je dis toujours que il faut soigner quand vous rencontrez une entreprise, soignez votre entrée. Quand vous travaillez pour une entreprise, soignez tout le temps que vous êtes à ce poste. Soyez professionnel, soyez proactif, soyez encourageant et soyez aussi collaboratif, c'est super important, voilà, et plus vous allez gagner la confiance des Japonais, plus aussi ils vous le rendront, ça j'en suis convaincue. Et quand vous partez d'une entreprise, pareil, soignez votre sortie. Et c'est pas parce que vous arrêtez avec une entreprise que ça veut dire que plus rien va se créer ensuite. Donc voilà, pour moi c'est super important. J'essaye de suivre ma guideline, c'est super important. Et du coup, en fait, comme je vous ai dit, mon entreprise, elle m'a demandé à plusieurs reprises si je voulais pas être sponsorisée pour venir travailler plusieurs années dans leur entreprise au Japon. Voilà, j'ai refusé. Voilà, j'ai mes raisons, mais du coup, j'étais très rapide. J'avais jusqu'à janvier pour me décider. Voilà, quand j'ai dit en fait que je ne répondais pas aux sponsors. C'est vrai qu'ils ont été déçus, mais ils respectent complètement ma décision et se sont mis à rechercher des nouveaux traducteurs, traductrices et voix off. Mais c'est pas pour ça que je les ai pas aidés, c'est-à-dire que j'ai moi-même écrit une annonce et récolté les candidatures pour leur soumettre. Ensuite, quand ils ont reçu, comme c'était des Français, ils m'ont demandé d'être aide RH et interprète candidat. Donc voilà, j'ai traduit la négociation, les clauses de contrat, etc. entre les deux parties. Et quand ils ont recruté, j'ai même été jusqu'à former les nouvelles recrues à mon poste, expliquer qu'est-ce qu'il faut se faire au studio d'enregistrement, dans la traduction, expliquer les logiciels. Enfin voilà, j'ai été dans l'accompagnement tout du long en fait. Et ça aussi, l'entreprise a énormément apprécié mon implication et je les laisse pas tomber.
Et comme je vous disais, même si je ne suis pas présente au sein de l'entreprise, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de futurs partenariats. Même si je dis non, on sponsor maintenant, ça peut se débloquer beaucoup plus tard. C'est pour ça que franchement, soyez correct vis-à-vis des entreprises, des personnes qui vous font confiance, quelle que soit l'entreprise de par le monde. Je pense que c'est super important pour nouer vraiment de fortes relations. Voilà, c'est quelque chose que je voulais vraiment vous faire passer comme message. C'est vrai que ces aventures en PVT, on ne sait jamais jusqu'à où ça va vous amener. J'étais super impressionnée que je puisse avoir certains postes, prétendre à certaines choses. Voilà, là je suis dans l'IT, dans l'intelligence artificielle, dans une entreprise qui développe des jeux mobiles, je fais de la voix off, donc oui, effectivement, c'est comme un rêve. Après, forcément, quand on voit toutes les possibilités, on a envie aussi de se challenger, de grandir. Et faut savoir que jusqu'à maintenant, je n'ai pas été en formation ici. Voilà, c'est grâce à mes compétences que ça m'a amené jusqu'à ce poste. Je suis totalement autonome, etc. C'est vrai que c'est super agréable et il y a de bons résultats. Après, moi, j'aime aussi me développer, me challenger et du coup, j'ai pas cette impression que voilà, je vais pouvoir le faire ici. C'est assez figé, donc c'est aussi pour une des raisons que je ne m'engage pas en tant que traductrice voix off. Après, comment dire ? Je sais que pour beaucoup de personnes, ils vont dire c'est une super opportunité et tu es prêt à lâcher ça, etc. Mais les opportunités sont partout, comme je vous disais. Je pense qu'il faut s'accomplir, quoi que ça implique en fait. Et donc forcément, vous allez devoir abandonner certaines choses. Moi, je pense que pour une personne qui veut vraiment être traducteur, etc., j'ai pas envie de prendre une place qui m'est pas destinée. Donc, je préfère la lui laisser. Mais par contre, voilà. Expliquer tout ce que ça m'a apporté, vraiment être reconnaissante envers l'entreprise qui m'a fait confiance. Puis je vous dis, les liens pour moi ne sont pas rompus. C'est juste à nous de réactiver, peut-être de co-créer. Voilà, moi je pense que c'est important en fait. J'ai envie d'accomplir certaines choses, certains projets par moi-même et tout. Et donc du coup, je ne veux pas prendre quelque chose par confort. Je veux vraiment être alignée avec mes valeurs, avec l'entreprise, avec les projets, avec le fait d'évoluer, d'avoir un bon salaire, entreprendre, mais aussi au sein de l'entreprise si c'est possible. Voilà, le rôle en tant que femme, en tant que plein de choses en fait. Il y a plein de choses qui bouillonnent dans mon cerveau et donc du coup c'est vrai que par exemple au Japon c'est toujours un emploi pour la vie, même si ça a tant évolué. Maintenant il y a des Japonais qui ont 2 emplois, effectivement c'est un peu compliqué. Mais ils ont été très étonnés justement que j'ai fait plusieurs entreprises. Donc il y en a qui l'ont bien perçu, d'autres il a fallu les convaincre parce qu'ils avaient peur au final et ils pensaient que c'était soit mon lifestyle, j'ai rigolé, soit ils pensaient que j'étais déloyale. Et du coup j'ai dit non, je suis très professionnelle, voilà, je m'implique du premier jour où j'ai signé jusqu'au dernier, je serai présente avec vous, etc. Ça c'est quelque chose qui est très important et du coup quand je travaille avec eux, les gens souvent sont surpris parce que ils s'y attendent pas que ça soit, comment dire, j'allais dire aussi bien, mais ça c'est mon point de vue, mais voilà, là plusieurs fois ils ont voulu étendre mon contrat et c'est moi en fait qui anticipe et comme ils m'en parlent pas en amont, moi j'ai déjà des plans, moi j'ai déjà prévu autre chose quoi, donc c'est vrai que ici ils anticipent pas du tout et il faut savoir aussi que comment dire, quand vous êtes en Seishain, donc en CDI, au Japon, c'est un autre statut. Et donc du coup, par exemple, en cette situation de crise, ils protègent leur business et vont protéger d'abord les Seishain. Voilà, donc tout ce qui est baito, tout ce qui est contrat contractuel, et ils sautent.
Donc c'est les premiers à se trouver dans la mouise, si je peux dire ça. Donc c'est pour ça que beaucoup de Japonais sont plus sur la sécurité. Voilà, ils sont vraiment axés là-dessus, sur la stabilité, sur la sécurité, ce que je comprends totalement. Attention, hein, je dis pas, je me souhaite pas de l'instabilité pendant toute une vie, non, pas du tout. Mais par contre, comme de par mon expérience, j'ai appris à gagner, comme à perdre, à faire des erreurs, comme à avoir beaucoup de victoires. Et donc du coup, dans ce contexte-là, en fait, j'ai moins peur. J'ai moins peur parce que j'ai connu plein de choses difficiles, voilà. Donc, du coup, je pense que j'ai quelque chose à apporter et je mettrai en place les choses que je peux apporter auprès des gens. Et j'espère que ce que je vous donne vous aide beaucoup, peut-être vous rassure, peut-être active votre petit grain de folie. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dehors pour faire le mot de la fin et n'hésitez pas vraiment, encore une fois, à me poser des questions par rapport justement au parcours professionnel, au monde du travail japonais que j'ai appris à mieux connaître que le travail en Corée, puisque j'étais plus dans la longueur. J'ai fait que justement 2 contrats, donc c'est plus facile pour moi de pouvoir expliquer voilà, les points forts, les points faibles. Et encore une fois, les codes aussi, en tant que femme aussi, c'était assez surprenant parfois, mais voilà, c'était toujours super intéressant, enrichissant. Et je pense que l'Asie m'a convenu sur certains points, vraiment, a permis dans ma liberté de plus mettre, comment dire, des guides, voilà, des guides par rapport à ce que je veux amener dans ma vie. Donc, bonne recherche d'emploi et aja aja, comme disent les Coréens, et kambate, comme disent les Japonais. C'est vrai que travailler en Asie, c'est un sacré défi. Quand je suis arrivée, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est quand même un monde d'hommes, on va pas se le cacher, c'est l'Asie. Et donc du coup, c'est vrai qu'en tant qu'étrangère, en tant que femme, c'est pas toujours simple. Il y a des choses qui m'ont surprise. Par exemple, le fait de ne jamais manger les repas avec mes collègues masculins. C'est quelque chose qui m'a assez surprise. Les rôles sont très déterminés. Pour eux, les réunions et pour les femmes, le café ou ce genre de choses, quoi. Donc après, j'essaye de toujours respecter voilà, les règles, mais c'est vrai que, comment dire, par rapport peut-être aux japonaises, il y a des choses que j'effectuais moins. L'apparence, par exemple, c'est vrai que c'est beaucoup de costumes, etc. Moi, j'en ai qu'un, donc tous les jours, c'était pas un costume, c'était pas des chaussures à talons, c'était pas tous les jours maquillée. Je porte des lunettes pour me protéger les yeux. Enfin, voilà, la définition de la féminité, par exemple, au sein du travail. Et après, aussi, comment dire, la progression au sein de l'entreprise, voilà, pour avoir un poste à responsabilité, combien d'années ça prend par rapport au salaire aussi, est-ce qu'il peut y avoir une évolution ou pas. Donc voilà, il y a tout ça aussi qui fait réfléchir. Et après, pour quelqu'un qui est dans la partie comment dire, artistique, l'Asie est hyper inspirante sur tous les plans. Après, si on est au sein d'une entreprise, comme on a moins de liberté et surtout, je dirais en termes entreprendre, ça peut vite tuer en fait vos idées, vos envies, ce genre de choses en fait. Et c'est pas simple en fait au final. Et du coup, qu'est-ce que la Corée du Sud, comme le Japon m'aura appris, je pense que comme ils sont hyper procédures, donc voilà, avoir une sorte de process dans le travail, j'ai beaucoup appris auprès d'eux, grâce à la Corée du Sud, la rapidité, l'efficacité. Je pense qu'encore une fois, ce genre de cadre, les artistes, ils ont tendance un petit peu à, comment dire,
être une boule d'énergie et à partir dans tous les sens. Le Japon aura appris à poser les choses, à penser effet de groupe aussi, entraide, chacun a sa spécialité aussi. Les demandes aussi, c'est assez drôle. Par contre, c'est encore énormément vertical, la hiérarchie. Donc là aussi, je trouve que c'est dommage. Par contre, j'ai de très bonnes anecdotes. J'adore mon boss, il me fait rire, et mon N+2 aussi. Ils sont adorables, mais dans la façon d'agir, c'est vraiment très japonais. J'ai de la chance d'être tombée sur une équipe fabuleuse, vraiment. Une entreprise voilà, qui en a dans le ventre, qui a de beaux projets, qui va continuer à se développer, qui est en plus implantée dans différents pays du monde. Donc je suis vraiment fière d'avoir pu travailler avec eux et pour eux, et je sais qu'ils me le rendent bien aussi. Donc j'espère également que vous trouverez ce type d'entreprise prête à faire des choses pour vous. Alors ici, c'est le quartier où je travaille. Il est situé entre Shimbashi et Ginza, donc c'est le quartier chic. Donc c'est vraiment très particulier. Autour de moi, en fait, vous pouvez voir que c'est pas un paysage commun. Et donc du coup, il y a énormément de lieux de tournage ici, que ce soit pour les publicités, des voitures de luxe, etc. Donc je voulais vraiment aussi tourner sur cette place. J'espère que la vidéo vous a vraiment intéressé, qu'elle vous a aidé dans votre recherche. Et n'hésitez pas à commenter, me dire quelles sont vos difficultés, qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir. Donc voilà, comme d'habitude, je vous demande de mettre un like, ça m'aide à que mes vidéos soient mises en avant, à partager pour si cette vidéo a été utile pour vous et que vous trouvez qu'elle sera utile pour d'autres personnes. Et puis, comme d'habitude, comme je vous dis, à commenter. Merci énormément de me suivre jusqu'ici. Et puis, j'espère que cette vidéo passera aussi la barre des 500. Voilà, on se dit à bientôt. Sayonara et matane. Vidéo Mite kureta arigato ne. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce et partagez. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Matane.